chers amis, j'aurais voulu être avec vous ce soir à Vienne pour participer à la manifestation à la fois culturelle et politique de IG Kultur, mais malheureusement des empêchements importants me mettent dans l'impossibilité de venir auprès de vous. Et je vais employer ce moyen un peu bizarre, c'est-à-dire un message par intermédiaire de la vidéo, pour être là malgré tout. Bon, que peut être la position d'un intellectuel français, d'un chercheur français, devant ce qui arrive à l'Autriche et ce qui arrive au peuple, enfin, progressiste d'Autriche. Je pense que les analogies que l'on fait trop systématiquement dans beaucoup de pays occidentaux et chez les hystériques du boycott à Hitler et au nazisme, cette référence qui est à mon avis très très suspecte parce qu'elle repose sur des associations non réfléchies, interdit, me semble-t-il, de faire une analyse. Alors je risque de paraître naïf, n'étant pas en Autriche, n'étant pas autrichien, mais je pense que ce que je dis est important au moins pour permettre aux Autrichiens de se défendre contre certaines définitions qui leur viendraient du dehors de leur propre situation. Je pense donc que la référence au nazisme est superficielle et interdit de saisir la spécificité de ce qui arrive. Je pense que si on voulait une métaphore, je ne nommerais pas le personnage qui nous hante tous, je pense qu'il ne mérite même pas d'être nommé. Et si j'avais une consigne à donner, si j'avais une recommandation à faire aux intellectuels, aux journalistes, etc., ce serait de ne plus jamais citer le nom de ces personnages. Donc ce type de personnage peut arriver au pouvoir, ou proche du pouvoir et menacé de s'emparer du pouvoir, c'est en partie parce qu'il y a des précédents, mais qui ne sont pas à chercher dans les années 30, qui sont à chercher, par exemple, du côté des États-Unis, dans une période beaucoup plus récente, avec un personnage comme Reagan, qui est quoi? Un bellâtre de cinéma, un personnage de second ordre, toujours bronzé, toujours bien coiffé, comme d'autres aujourd'hui, toujours sportif, porteur d'idéologie ultranationaliste, ultra-réactionnaire, et prêt à jouer le rôle d'un fantoche au service des pouvoirs les plus conservateurs et des volontés les plus conservatrices des forces économiques. Bon, c'est-à-dire c'est une incarnation chic, même pas chic, kitsch, du laisser-faire total, du laisser-faire quoi? Laisser-faire les pouvoirs économiques. Bon, on pourrait continuer. Alors, pour aller très vite, je sauterai Thatcher, bon, parce qu'on attendait que j'en parle, mais j'aurai M. Blair qui aujourd'hui même à Lisbonne prend sur l'Europe des positions plus réactionnaires que celles d'un président français de droite. Bon, donc il y a à chercher du côté de ce qui se passe dans le monde politique international, de cette montée du néolibéralisme qui a été favorisée par l'effondrement béni des régimes soviétiques, cette montée donc du néolibéralisme qui est un simple masque modernisé du conservatisme le plus archaïque. Cette montée est une forme de révolution conservatrice. Et là, il y a une analogie réelle avec les années 30. C'est une révolution conservatrice, mais moderne. C'est une révolution conservatrice avec les médias.
Bon, le nazisme avait les mouvements de masse, etc., etc. On a beaucoup mieux. On a les médias, la présence dans les médias, etc. Bon, et donc là, je pense que cette analyse, qui est une simple esquisse, doit conduire à un travail plus approfondi pour essayer de comprendre les responsabilités. Si des phénomènes comme cela sont possibles, c'est qu'on est arrivé à des sociétés dans lesquelles on a 50% d'abstention aux élections, c'est le cas aux États-Unis, dans lequel il y a une sorte de dépolitisation généralisée. Les forces économiques sont abandonnées à elles-mêmes et les médias se mettent en quelque sorte au service de ces fantoches, de ces personnages kitsch, qui tiennent les apparences d'un pouvoir politique et qui donc incarnent en quelque sorte cette sorte de dépolitisation généralisée à laquelle ils contribuent. Alors, les médias ont évidemment donc une très grande importance et je pense que des consignes de boycott de tout soutien aux formes d'extrême droite serait très importante. On a le cas par exemple de Le Pen qui, du jour où il a déplu aux médias, il a fait une crise, etc. Il y a eu une crise à l'intérieur de son parti, a disparu. Et comme par hasard, il y a une corrélation très forte entre le taux d'apparition à la télévision et le taux de vote dans les sondages. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas un petit cœur incompressible de vraie extrême droite, peu importe comment on les appelle, de fascistes, d'hommes de main. Je pense que c'est le cas en Autriche, c'est le cas en France, des gens organisés, très dangereux, mais qui sont un tout petit noyau et qu'il ne faut pas confondre même avec ces gens qui peuvent être mobilisés plus largement à la faveur de la mystification dont les médias se font complices. Alors, si on analyse, il faudrait analyser sans faire du mea culpa collectif, c'est ridicule, ça ne sert à rien. Il faut analyser les responsabilités pour essayer de tirer des conclusions. Et les responsabilités, c'est la responsabilité des intellectuels. Je pense que les intellectuels, ils se réveillent aujourd'hui. Ils devraient se demander en quoi ils ont collaboré, en quoi ils ont été complices. Il y a les partis sociaux-démocrates, qui ont mimé jusqu'aux apparences physiques des personnages que je ne veux pas nommer. Ces sociaux-démocrates qui ont emprunté le langage de l'extrême droite, qui lui ont pris ces thèmes, qui ont parlé de tolérance zéro, qui ont parlé nous avons un président de la République française socialiste, qui a parlé de seuil de tolérance. Nous avons un président du Conseil socialiste qui a parlé qui a dit qu'il fallait exclure, qu'il fallait renoncer à accueillir toute la misère du monde, etc. Autrement dit, les sociaux-démocrates, outre qu'ils ont emprunté le vocabulaire du néolibéralisme, c'est-à-dire du néoconservatisme déguisé, ont emprunté à des fins démagogiques et sur la base des sondages, sur la base, etc., ont emprunté le langage le plus dégoûtant de l'extrémisme fascistoïde. Voilà. Alors, il faudrait continuer. Il y a la crise des appareils, il y a le fait que, au fond, toute pensée collective, critique, est devenue très difficile. Alors, voilà. Il faudrait continuer. J'ai un peu honte de dire des choses aussi grossières, mais ce n'est pas facile de faire une analyse comme ça au pied levé, à distance. Alors, qu'est-ce que, en face de ça, qu'est-ce qu'on peut faire en face de cette révolution conservatrice? Évidemment, on peut lutter symboliquement, on peut prolonger ce genre d'analyse, les travailler, les développer, etc. Mais on peut aussi mettre en place des nouvelles structures de résistance, et en particulier opposer à ces nationalismes débiles qui ferait rire, s'il n'était pas aussi tragique, on peut opposer un nouvel internationalisme. Alors, l'internationalisme a été discrédité par l'usage qu'en ont fait les régimes soviétiques, mais je pense qu'aujourd'hui, dans tous les pays,
toutes les victimes du néolibéralisme ont pris conscience de la nécessité de s'unir par-delà les frontières. Le mouvement néoconservateur a des côtés mondiaux. Enfin, s'il y a une chose qui est mondialisée, c'est ce mot à la mode, c'est l'idéologie néoconservatrice. Bon. Et les forces qui s'expriment à travers elle. Bon. Donc ces forces économiques internationales doivent rencontrer une résistance politique internationale. Par exemple, nous avons depuis un certain nombre de mois lancé l'idée avec un certain nombre de syndicats en Allemagne, en Grèce, en France, peut-être même en Angleterre, l'idée d'une charte des mouvements sociaux européens, c'est-à-dire d'une sorte de grande réunion de tous les mouvements syndicaux, bien sûr, mais aussi associatifs, les mouvements en faveur des sans-papiers, en faveur des sans-logis, en faveur, etc. Bon, et ces mouvements se réuniraient autour de l'élaboration d'une charte de la société européenne véritablement sociale. Bon. Et cette charte pourrait être, là c'est déjà de l'utopie, pourrait être la base d'un mouvement social européen et peut-être même d'un parti social européen qui serait à la gauche de tous ces partis sociaux-démocrates qui sont en fait pires en un sens que les conservateurs qui font semblant de combattre, dans la mesure où ils font la même politique mais avec des apparences et ils contribuant par là à démoraliser ou à tromper les forces politiques. Donc, alors dans tout ça, que peut faire l'Autriche? En un sens, le malheur de l'Autriche peut être une chance pour l'Autriche et peut-être aussi pour l'Europe. Alors j'ai l'air de faire un espèce de renversement paradoxal du pour au contre, mais ce n'est pas, au fond je le crois vraiment. C'est-à-dire que peut-être que l'Autriche, qui a été réveillée en sursaut, bon, et qui a découvert brusquement, enfin, que c'était pas pour rire, que c'était sérieux, que ce clown fantoche, enfin que personne ne peut arriver à prendre au sérieux, bon, pouvait menacer de prendre le pouvoir, bon, et cette espèce de réveil en sursaut pourrait provoquer un véritable sursaut, c'est-à-dire et un sursaut qui pourrait réveiller l'Europe. Bon, voilà. Et évidemment, c'est à ça que tous les Européens, en tout cas moi, devraient collaborer. Enfin, je pense que tous les intellectuels, tous les responsables syndicaux, politiques, etc., européens, en laissant de côté ces consignes débiles de boycott, devraient être aux côtés des forces politiques, et je pense en particulier aux jeunes. Enfin, j'ai été frappé de voir dans tous les films la représentation massive de ces jeunes que l'on dit dépolitisés, et qui sont simplement démoralisés par la politique, démoralisés par les politiques, démoralisés par le cynisme de la politique, par l'opportunisme de la politique, parce que si le fascistoïde dont on prononce sans cesse le nom est l'opportunisme par l'excellence, le caméléon, etc. Bon, mais il n'est que la limite de ces hommes politiques qui peuvent dans la même carrière aller de l'extrême gauche au centre droit, tout ça habillé d'une rhétorique socialiste, etc. Bon, donc cette gauche, cette jeunesse, enfin, bon, que l'on dit dépolitisée, est en fait démoralisée par les politiciens, je répète, et elle attend un message politique qui ne soit pas de l'ordre du yaka, il n'y a qu'à faire ci, il n'y a qu'à faire ça, etc., comme l'extrême droite, sans être pour autant ces espèces de faux réalisme que prêchent les valets de l'économie mondiale néolibéralisée. Voilà, bon. Et alors enfin, quel message? Bon, alors je ne vais pas faire un programme comme ça au pied levé, mais je pense que ce que nous préparons collectivement, nous allons publier ce projet de charte, bon, que je souhaite voir signé par beaucoup d'Autrichiens. Bon, nous allons le
faire publier dans tous les journaux européens, autant que nous obtiendrons la complicité des journaux, mais ça va pas de soi, le 1er mai de l'an 2000, le 1er mai étant une date symbolique, et nous aurons une réunion en septembre pour mettre au point la charte qui sera préparée entre-temps, et ensuite nous espérons faire une grande réunion en mars à Athènes, qui serait une sorte de... Alors ce sont des grands mots, qui serait quelque chose comme les états généraux du mouvement social européen, c'est-à-dire la constitution d'une force politique internationale capable de s'opposer aux vrais adversaire, à la vraie force politique, c'est-à-dire l'économie habillée d'une rhétorique néolibérale ou pire social-démocrate. Voilà ce que je voulais vous dire. Alors, je demande pardon à ceux que j'ai pu choquer, surprendre, etc. Et surtout, j'espère que je n'ai pas dit des choses trop fausses et trop simplistes. En tout cas, ma conviction est entière que, bizarrement, l'Autriche peut, et les Autrichiens progressistes, peuvent être l'avant-garde de ce mouvement social européen que nous devons absolument créer pour lutter contre les vraies forces qui menacent la démocratie, la culture, le cinéma libre, la littérature libre, etc., etc. Voilà.